Hello, hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de live. Salut Fixou, salut Advu, salut Laurent, salut tout le monde. Là, je vois, là, depuis tout à l'heure, j'ai plein de petits problèmes avec mon OBS. J'ai upgradé de version il n'y a pas longtemps, là, sur la 29.1. Salut René, et j'espère que vous m'entendez d'ailleurs. Est-ce que vous m'entendez bien déjà pour commencer? Dites-moi juste dans le chat si vous m'entendez bien. Comme ça, au moins, je serai sûr que je parle pas dans le vide. 5 sur 5. Bon, bah c'est parfait. Comme je le disais à l'instant, ouais, j'ai upgradé mon OBS en version 29.1 et j'ai quelques petits soucis. Déjà, je suis passé de la version 27, qui était la version stock fournie par Linux Mint, à la version 29 qui vient donc du GitHub du projet OBS. Et j'ai quelques petits soucis. J'ai dû refaire quelques scènes parce que voilà, parce qu'il y avait des petits paramètres qui avaient changé. Là, ce que je vois, c'est que dans le chat, il n'est pas très lisible. Il va falloir que je remette une petite passe là-dessus. Bon, au moins j'arrive quand même à vous lire, mais c'est moins lisible qu'avant. Et j'ai un petit souci de son parce que je n'ai plus du tout de retour audio. Alors là, du coup, j'ai mon casque, mais j'entends plus rien. Je m'entends plus, j'entends plus rien, j'entends pas le son qui est diffusé, etc. J'ai l'impression que j'ai un problème entre OBS et ce satané Pulse Audio de Rontuju. Vous-même, vous savez, si vous utilisez Pulse Audio, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, il capte bien le micro, mais par contre, j'ai aucun retour vers le son du desktop, donc mon casque. Donc c'est un peu pénible. Mais bon, j'essaierai de corriger ça tout à l'heure. Au moins, si le micro fonctionne, c'est le principal. Normalement, vous avez aussi entendu la petite musique tout à l'heure. Donc ça fonctionne. Donc ça veut dire que le stream en lui-même fonctionne. Ça, c'est déjà ça. Bref, bah, ça fait un petit moment, comme je disais, que j'avais pas streamé. Alors, toi, Rancune, tu dis que tu as aussi des soucis OBS Pulse en ce moment, depuis le dernier OBS. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais upgradé en version 29.0, ça avait super bien fonctionné. Et depuis la version 29.1, je sais pas ce qui se passe, c'est la merde. Donc, je me demande si je vais pas faire un petit rollback vers la version 29.0. Parce que je sais pas ce qui se passe. Et du coup, j'ai été un petit peu, c'est de ma faute, hein, j'ai été un petit peu optimiste. Parce que j'avais testé de la version 27 à la version 29 et donc tout fonctionnait puisque j'avais tout reparamétré mes scènes. J'ai vu la version 29.1 qui est sortie, j'ai migré, j'ai pas retesté et forcément 10 minutes avant le live, je me suis rendu compte que c'était la merde. Bref. Donc comme je le disais, j'ai pas streamé depuis un petit moment parce que il y a eu les vacances, il y a eu les jours fériés. Je voulais peut-être streamer la semaine dernière, j'avais fait un poll sur Twitter et puis je pense que tout le monde avait envie de se reposer. Et puis j'étais aussi pris d'une grosse flémingite aiguë, j'avoue. Donc si j'avais streamé la semaine dernière, ça aurait été juste de la papote, de la parlotte. Donc voilà. Donc on va reprendre les bonnes petites habitudes. On va reprendre les bonnes petites habitudes. On va parler un petit peu ActuTech, comme d'habitude. On va parler un petit peu de code. J'ai envie de parler de code. J'ai envie de parler d'un peu de tout. Dites-moi aussi dans le chat si vous avez des sujets qui vous intéressent. Je pense qu'il y a moyen qu'on drift. Par contre, je ne sais pas du tout si l'ami Titi Moby stream tout à l'heure. Tiens, je vais aller voir ça. Ici sur Twitter, je ne sais pas. Titi, est-ce que tu es dans le chat? Je vais pas regarder qui est là. En tout cas, Titi, Titi stream. Bon, bah très bien. Donc je vais essayer de tenir l'horaire comme d'habitude, essayer de pas trop déborder. Une fois n'est pas coutume. Et donc, on va démarrer tranquillou. Tranquillou fifou. Oups, qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Voilà, j'ai perdu l'habitude. Voilà. Et donc, pour commencer, la petite news habituelle sur le noyau Linux. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, forcément, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas streamé. Le noyau Linux, on parle là de la version 6.4, puisque la 6.3 est sortie il y a quelques semaines déjà.
il y a 3 semaines, si mes souvenirs sont bons. Donc, on est re-rentré dans un cycle de développement habituel du noyau Linux. Donc, une version intermédiaire, c'est une version 6.4. Donc là, on est en 6.4 RC2. Donc, Release Candidate 2. Donc, on est en fenêtre d'intégration, comme d'habitude, hein. Donc, pour rappel, le cycle de développement du noyau Linux, c'est donc des développeurs qui travaillent et ensuite qui proposent leur patch dans une fenêtre d'intégration qui en général dure 7 à 10 semaines selon la volumétrie du noyau. En général, c'est plutôt 8 semaines, peu ou prou. Ça dépend s'il y a des grosses problématiques sur l'intégration de certains patchs. Donc effectivement, Linus Torvald et ses capitaines font appel à la communauté pour dire, voilà, on démarre une fenêtre d'intégration, à vous de nous fournir les patchs, mais des patchs qui soient stables, qui correspondent aux standards de développement du noyau, etc. etc. Donc ça veut dire que globalement, toutes les 8 à 10 semaines, on a une nouvelle version du noyau qui sort, donc avec le chiffre mineur qui change. Et donc là, on est en version 6.4. La version 6.4, ça va pas être une version qui va être révolutionnaire. Ça va être une version qui va apporter essentiellement des nouvelles fonctionnalités, nouveaux supports matériels, etc., comme d'habitude. Et si on va... Hop, parce que Phoronix nous a fait déjà un petit mix des différentes fonctionnalités. Donc, différents supports matériels. Un meilleur support pour le desktop et le laptop sur certains périphériques. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'il y a l'accent qui est mis quand même sur la stabilisation et l'exploitabilité de certains périphériques. Et on pense notamment à des périphériques qui peuvent être grand public et donc parfois qui peuvent avoir un support moyen. Alors pourquoi grand public égale support moyen? C'est que souvent, ce que vous allez retrouver dans du matériel, par exemple, de type serveur, vous allez rarement trouver du matériel exotique. Donc, vous allez retrouver, par exemple, sur les contrôleurs réseau, sur, j'en sais rien, sur les CPU, tout ça, etc. Ça va être souvent du matériel relativement haut de gamme, relativement standard et pas exotique dans le sens où ça va être une ligne de produits qui sont très bien suivis et qui sont très très bien supportés par le noyau et relativement bien documentés au niveau hardware. Le grand public, ça se passe différemment parce que c'est du matériel qui avance assez rapidement. Parfois, certains constructeurs s'acoquinent avec des fabricants de matériel donc, que je qualifie d'exotique, c'est-à-dire du matériel qui bouge vite, qui respecte moyennement des standards ou qui est très peu documenté. Je pense notamment à certains chipsets qui sont certaines chinoiseries, sans être vraiment trop péjoratif, qui sont des fabricants de chipsets, par exemple les chipsets Wi-Fi, ce genre de choses, etc., qui parfois sont produits, je ne vais pas dire à la va-vite, mais qui n'ont pas forcément le niveau de qualité de choses qu'on peut retrouver dans le domaine professionnel. Donc ça, c'est assez important et donc souvent on entend parler des gens qui disent: «Ah oui, Linux pour le desktop ou Linux sur un laptop, il y a encore des problèmes en 2023». J'ai encore vu passer un tweet sur le sujet, aujourd'hui ou hier, je me souviens plus exactement. Globalement, si vous achetez du matériel de bonne qualité, d'un constructeur reconnu. Moi, par exemple, je travaille avec un Dell XPS sur mon laptop et sur mon desktop, j'ai un PC de type Asus avec pas réellement de chipset exotique dedans. Ça marche relativement bien. C'est-à-dire que globalement, vous installez, ça out of the box, vous lancez votre installeur, presque quelle que soit la distribution, votre matériel est détecté et supporté. Si vous prenez du matériel premier prix d'un PC acheté en tête de gondole chez Carrefour, là, on va dire le support va être relativement aléatoire. Mais c'est pas spécifique à Linux d'ailleurs. Vous allez me dire, oui, mais sous Windows ça marche. Oui, mais quand vous achetez un PC sous Windows, Windows est déjà préinstallé avec les pilotes qui ont été préinstallés par le fabricant du PC. Tentez une fois de temps en temps une réinstall à partir du Live USB ou du Live CD de Windows sur un matériel acheté comme ça dans un hypermarché ou dans une grande surface électronique type Fnac, Darty ou ce genre de choses. Vous allez avoir des surprises. Vous allez vous rendre compte que tout n'est pas supporté out of the box, qu'il va falloir aller sur le site du constructeur, télécharger des pilotes, les installer, etc. Donc c'est pas forcément très fluide pour le grand public et pour le tout venant.
pour en revenir donc au noyau Linux 6.4, donc il y a un effort qui est mis donc sur le support du matériel, sur tout ce qui est desktop et laptop, donc plutôt un usage au grand public, avec des derniers processeurs, les dernières flavors de processeurs qui sont prises en charge, pas mal de choses sur les pilotes graphiques. La partie storage avec pas mal d'améliorations au niveau des performances sur certains pilotes. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a toujours forcément, là on le voit ici, BTRFS et F2FS qui sont toujours en amélioration. Et forcément, je parle d'amélioration de performance. Performance Optimization for XT4, donc XT4 qui continue de s'améliorer. À noter le support pour le NFS, le support du RPC with TLS, ça c'est plutôt pas mal. Notamment lorsque vous êtes dans un environnement réseau où il peut y avoir du sniffing, etc. Donc ça permet d'avoir une couche TLS pour faire du remote procedure call, ça c'est bien. Donc on va dans le sens de la sécurité pour le coup. Sur le hardware, je vous en passe, mais il y a pas mal de choses. Alors notamment des choses qui sont mises sur tout ce qui est Apple M1, Apple M2. Je crois que j'ai vu passer ça dans le chat tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est. Je sais plus qui l'a mis. Enfin bon, peu importe. Donc le M1, le M2 qui continue de s'améliorer avec un très très gros travail des développeurs qui bossent sur cette partie Apple ARM. Donc depuis 2 ans maintenant à peu près. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir, quoi d'autre? La partie sécurité, tout ça, etc. Et surtout en interne, on voit la disparition du slob allocator. Donc le slob allocator, qu'est-ce que c'est? C'est le single, c'est la single list of block, qui permet alors d'utiliser un certain nombre de blocs préalloués, de les mettre en gros, je vous schématise ça dans une sorte de liste chaînée, et de dire lorsque j'ai besoin d'un bloc qui correspond à une allocation que je suis en train de faire dans le noyau, je vais d'abord aller piocher dans ce slab allocator ou pas. Donc il y a plusieurs allocators dans le noyau, vous avez le slab allocator, le slub allocator et le slob allocator. Voilà, donc il y en a 3. Le slob allocator était déjà déprécated depuis un petit moment. Il a été maintenu en vie jusqu'à récemment parce qu'il existait encore quelques morceaux de code dans le noyau et quelques pilotes qui utilisaient ce slab allocator, mais il n'est pas réputé pour être très performant, il n'est pas forcément réputé pour être très efficace. Donc tout repose maintenant aujourd'hui sur le slab allocator et le slub allocator, donc qui restent les plus efficaces dans le noyau, surtout le slab allocator qui a été intégré déjà depuis de très nombreuses années, presque décennies. Puisque le slab allocator, c'est quelque chose qui a été implémenté dans le noyau suite à des travaux qui avaient été faits par des développeurs sur Solaris. Alors je me souviens plus trop quelle version, peut-être Solaris 2.4, ça doit dater du début des années 2000, quelque chose comme ça, de mémoire. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que c'est à peu près ça. Donc le slab allocator qui permet donc de répondre à des allocations de mémoire dans le noyau, donc qui va permettre de découper entre guillemets sous forme la mémoire sous forme de magasins de différentes tailles de blocs, et donc permettre de dire j'alloue souvent des objets qui font j'en sais rien, 16 octets, 32 octets, 256 octets, ce genre de choses, et donc aller piocher dans ces différents magasins, et donc d'éviter d'une part la fragmentation mémoire et de maximiser l'efficacité de l'usage du cache du processeur, cache de niveau 1, cache de niveau 2 notamment, pour éviter justement les cache miss. Donc ce qui fait que normalement, si vous allouez plusieurs blocs de même taille, ils vont se retrouver à peu près dans le même magasin de mémoire, donc très proches les uns des autres, et donc on va maximiser l'utilisation du cache. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt efficace. Allez voir éventuellement le code du slab allocator, c'est une belle pièce de code. C'est quelque chose qui est développé de telle manière à ce que ce soit très efficace en termes d'allocation, donc qui consomme très très peu de temps, parce que n'oublions pas que dans le noyau, on doit consommer le minimum de temps pour que ce soit l'espace utilisateur qui est le maximum de temps processeur.
et très efficace en termes de fragmentation mémoire, donc ce qui va permettre de diminuer la pression sur le sous-système mémoire et de maximiser, on va dire, l'usage du cache, et donc d'éviter les cache miss, etc. Donc d'éviter d'avoir des ralentissements, d'éviter donc la fragmentation, donc d'avoir des blocs mémoire avec des trous à l'intérieur qu'on ne pourrait pas exploiter, ce genre de choses. Voilà. Voilà pour tout ce qui est concernant le noyau 6.4. On va passer à la petite news suivante. Alors j'en avais parlé déjà il y a pas longtemps. Je parlais de Wine. Donc Wine is not an emulator. Donc puisque c'est ce nom, c'est un acronyme récursif. Donc Wine, qui je le rappelle, permet de faire fonctionner des programmes Windows sous Linux essentiellement. Donc Wine 8.8 est sorti là très récemment. J'ai vu passer ça, je ne sais plus, c'était peut-être hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement. Regardons ça. Je ne sais plus, j'ai pas la date. Donc Wine 8.8 est sorti. Il apporte des nouvelles fonctionnalités qui sont, on va dire, plutôt bas niveau, moins au niveau de l'utilisateur, mais plutôt bas niveau. Et on peut noter surtout l'apparition du support initial de l'ARM64C, qui permet... Alors, ARM64C, qu'est-ce que c'est? C'est une ABI. C'est l'ABI de Microsoft pour tout ce qui est ARM. Donc une ABI, je le rappelle, c'est ce qui permet de dire à un programme comment il doit utiliser les registres du microprocesseur, comment passer les paramètres aux appels de fonction, comment on récupère une valeur à un appel de fonction, etc. etc. Donc l'ABI, c'est vraiment l'interface binaire, comme son nom l'indique, très bas niveau de comment les programmes génèrent leurs appels de fonction et comment ils communiquent aussi avec le système d'exploitation. Donc ARM64C, c'est une ABI de Microsoft qui est orientée donc plutôt nouvelle génération de processeurs type ARM. Et n'oubliez pas que Windows fonctionne aussi sur architecture ARM, parce que depuis le début que Windows existe, Microsoft souhaite toujours que Windows soit supporté sur au minimum 2 architectures. Donc aujourd'hui, c'est x86, x86-64 et ARM. Je crois qu'ils sont en train de faire du portage sur de RISC-V, si ma mémoire est bonne, mais je ne suis pas encore très sûr de ça. Toujours est-il que ARM est une plateforme de choix. D'ailleurs, Apple a montré la voie sur le fait qu'ils sont passés de la partie architecture Intel vers ARM. Et donc, comme Windows fonctionne utilise ce type d'ABI, donc ARM64C, Wine commence à l'implémenter. Donc c'est une implémentation préliminaire, mais qui permettra justement d'avoir cette compatibilité en termes d'ABI directement en interne. Donc de faire fonctionner les programmes, les exécutables de type PE, comme on les appelle, qui sont tagués ARM64C. Donc il y a pas mal de restructuration de code, pas mal de bugs qui ont été fixés. Là, il y a une bonne petite liste de bugs qui sont fixés, et donc comme d'habitude. Ce qu'il faut voir, c'est que Wine, depuis quelques temps, depuis quelques années, a un développement qui est quand même très dynamique. Il évoluait lentement jusqu'à, je sais pas, peut-être 2, 3, 4 ans, je ne sais plus exactement. Et depuis la version 7, il y a un développement qui est très dynamique qui est fait et qui commence vraiment à faire fonctionner, je dirais, l'immense majorité des programmes qui sont conçus pour Windows, donc sous Linux, et ça marche plutôt bien, y compris les jeux. Donc les jeux, même s'il existe d'autres projets, notamment qui viennent de chez nos amis de Steam, etc., qui sont exclusivement focusés sur le faire fonctionner les jeux sous Linux. On pense notamment à cet usage pour que ça fonctionne sur un Steam Deck. Wine out of the box, Wine, le projet de base aussi, fait de grandes manœuvres pour pouvoir faire fonctionner la plupart des jeux sous Linux. Et bien évidemment, ça demande des développements, ça demande une adaptation de tout ce qui est appel système de DirectX. Il existe beaucoup d'implémentations. La plupart, l'implémentation se fait via Vulkan. Et on a parlé aussi donc d'autres projets qui existent en parallèle, qui s'appellent DXVK, donc DirectX on Vulkan, qui permettent donc de convertir tous les appels
DirectX vers du Vulkan, et donc de faire fonctionner ça sur des plateformes qui ne sont pas Windows. Et on peut penser donc notamment à terme l'usage pas que sous Linux, mais aussi sous Mac M1, Mac M2 et d'autres architectures. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui évolue plutôt pas mal, Wine, donc c'est bien d'avoir ce développement qui est dynamique. Alors moi, je l'utilise extrêmement rarement, parce que j'utilise extrêmement rarement de logiciels sous Windows. Je suis sous Linux principalement et du BSD, mais je dirais qu'il m'est arrivé de temps en temps de devoir tester un soft, soit je le lance dans une machine virtuelle sous Windows, auquel cas ça fait le taf, mais il m'est arrivé aussi de l'utiliser avec Wine, donc qui fonctionne très bien. Mais alors, Andrew, tu dis Wine est plutôt focalisé jeu, ce qui est une bonne chose, mais j'ai jamais réussi à installer et faire marcher MS Office dessus. Non, Wine n'est pas du tout focalisé jeu, hein. Pour le coup, à la base, dès le début, Wine était focusé pour faire fonctionner les produits, on va dire, de bureautique, les produits de productivité, etc., Windows sous Linux. Mais et c'est plutôt assez récemment que Wine a commencé vraiment à mettre l'emphase sur le fonctionnement des jeux. Ils mettent une grosse emphase dessus parce que beaucoup de logiciels fonctionnent très bien sous Wine. Alors, MS Office est un cas à part, et les logiciels Microsoft sont des cas à part. Pourquoi Pour la simple et bonne raison, c'est que les logiciels produits par Microsoft pour Windows exploitent certains appels système qui ne sont pas standards, qui sont des appels système et des bibliothèques qui sont réservées à Microsoft, on va dire, donc qui ne sont pas documentés. Et donc, ce qui empêche le fonctionnement de ces logiciels sous une plateforme Linux. Donc évidemment, il y a un énorme travail de reverse engineering qui est fait, justement sur ces bibliothèques bas niveau, sur ces appels système non standards, pour pouvoir justement essayer de voir comment ça fonctionne, qu'apportent ces fonctionnalités, et donc de les implémenter sous Wine. Voilà. Donc, ouais, tu as raison. La tendance vers le gaming vient de ProtonDB et Valve, puisque eux, ils se sont basés sur Wine justement pour pouvoir faire fonctionner les jeux Windows sous Linux. Donc voilà. Donc Wine, c'est pour ça que ce revirement un petit peu vers le gaming est quand même relativement récent, et je pense qu'il aurait du mal à exister effectivement sans Proton. Voilà. Proton s'est basé dessus, et puis il y a des choses qui reviennent de Proton qui sont intégrées dans Wine, etc. Voilà pour ça. Je voulais vous partager aussi aujourd'hui, j'ai trouvé sur le site de Itsfos une petite série d'articles pour pouvoir débuter en Rust. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans le replay de ce live. Donc, on y retrouve le back to basics de base, c'est comment créer un premier programme sous Rust, les variables et constantes, les types de données, les arrays et les tuples, les fonctions, les statements conditionnels, les loops, etc., etc. Donc là, il y a une petite série qui a commencé. Donc à chaque fois, c'est des petits articles, hein, c'est pas des gros articles comme peut le faire Yannick alias Akanawa. Et d'ailleurs, je vous renvoie à ces articles qui sont quand même excellents. Mais pour quelqu'un qui voudrait juste s'y mettre tout doucement et commencer à programmer en Rust en quelques minutes en lisant quelques articles ultra light, je trouve que c'est pas mal. Donc ces articles sont quand même relativement bien faits. Je pense qu'ils permettent de mettre le pied à l'étrier. Donc aujourd'hui, il existe 8 articles de cette série. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir, donc c'est à suivre. Donc je partagerai ça sur le replay pour les liens, et puis je pense que je partagerai ça aussi sur Twitter. Et dans la partie knowledge, j'en avais déjà parlé, je crois, il y a un petit moment. Ouais, il y a vraiment un moment, je me souviens plus quand. C'était Free Programming Books, donc sur GitHub. Donc c'est un dépôt qui recense tous les livres au sens très large du terme. Donc c'est livres, articles, livres en ligne, etc., PDF et tout ça. Donc sur la programmation, sur les langages, etc., et dans les différentes langues. Donc ça, c'est une ressource assez inestimable en termes de knowledge,
Parce que si vous cherchez une ressource particulière dans un domaine particulier, par exemple, si on, bah, pour rebondir sur le Rust dont on vient de parler, si on recherche un livre en français qui parle de Rust, on devrait trouver ça, je pense, par là. Hop, Rust, il est là. Cloc. Voilà, donc on se retrouve avec les ressources qui ont été référencées ici. Donc là, on va retrouver la traduction du Rustbook en français, donc ça c'est pas mal. Un tutoriel Rust, et bien évidemment, vu que c'est dans un dépôt de GitHub, vous pouvez faire évidemment des pull requests pour demander l'ajout de nouvelles ressources. Donc c'est pas mal, il y en a dans à peu près toutes les langues possibles imaginables. Il y en a un peu pour tous les goûts. Là on voit, il y a du Skylab, il y a du Rust, il y a du R, du PHP, etc., etc. Donc ça c'est plutôt bien. Et donc, n'hésitez pas à bookmarker ce dépôt. Donc, ce dépôt qui est eBook Foundation Free Programming Books. Donc, et je pense que vous pourriez trouver votre bonheur sur pas mal de choses. Donc, moi, j'ai pas exploré un petit peu tout ce qu'il y avait, mais j'ai regardé, c'est quand même relativement complet. Et vraiment, on trouve énormément de choses. Alors, évidemment, je pense que si on va dans la partie English by Programming Language, c'est là où on va trouver le plus de choses, évidemment. Donc là, il y en a toute une liste. Donc, c'est plutôt bien organisé, hein, puisque c'est organisé de façon, on va dire, plus ou moins arborescente et par ordre alphabétique. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Je pense que ça peut apporter pas mal de choses, notamment quand vous débutez dans un langage ou un framework ou ce genre de choses. Ça permet de pouvoir se mettre le pied à trier, d'avoir de la ressource plutôt que de passer son temps, on va dire la majeure partie de son temps sur Google à faire des recherches. Je pense que ça permet de gagner pas mal de temps. Voilà. Et sur ce que je voulais partager aussi aujourd'hui, j'en avais parlé il y a quelques temps de mémoire. Vous savez que je suis fan d'émulation et donc d'écriture d'émulateurs, et j'avais parlé il y a quelques temps de l'émulateur Yuzu. Donc Yuzu qui est un émulateur de Nintendo Switch. J'en avais parlé il y a quelques temps, ça devait être au mois de janvier ou février, si ma mémoire est bonne. C'est un émulateur qui a démarré il y a quelques mois. Je dirais un peu moins d'un an. Bah, tiens, on voit à peu près les premiers commits datent d'il y a 10 mois, et qui a un développement qui est super actif et qui commence à lancer un bon nombre de jeux commerciaux, et donc d'avoir un très très bon support matériel aussi. Donc c'est pas mal cet émulateur. Alors si vous êtes fan d'émulation et que vous avez une Nintendo Switch, vous avez toute la procédure justement qui va vous permettre de récupérer vos jeux qui sont sur votre Switch pour pouvoir les mettre sur une SD card et les faire tourner directement dans l'émulateur. Je ne le montre pas là puisque je n'ai pas envie de me faire strike, mais en tout cas il explique comment procéder. Et cet émulateur, ce qui est intéressant, c'est qu'il a démarré comme un projet, notamment par rapport à certaines versions de la console Switch qui était vulnérable à une attaque, donc qui permettait justement de pouvoir accéder à la mémoire, donc de pouvoir récupérer les jeux, de pouvoir les transférer sur une SD card. Les Switch récentes ont colmaté cette faille de sécurité, on va dire, mais ça a démarré comme ça, et donc ce qui a permis à l'auteur de pouvoir se lancer dans ce projet d'émulateur, donc qui dispose d'une JIT intégrée, donc ARM VRX 8664, qui a de bonnes performances, et donc comme je disais, qui a un développement qui est plutôt actif. Donc c'est un émulateur qui est encore considéré comme étant expérimental, évidemment. Il n'est pas encore à l'abri de plantages un peu violents, de jeux qui ne sont pas supportés, etc., etc. Mais n'oublions pas que, comme la plupart des émulateurs, c'est quelque chose qui est fait par reverse engineering, sur le temps personnel du développeur, enfin des développeurs. Donc ça prend du temps, hein, et évidemment, comme derrière c'est Big N qui est derrière la console, n'oublions pas que c'est pas une entreprise qui est reconnue pour donner accès à des ressources, qu'elles soient jeux, qu'elles soient hardware, etc., qui permettraient de faciliter ce genre de travail. Mais bon,
Donc là, on est, si on rebondit sur mon talk que je donne sur l'émulation, on est dans pile poil dans le sujet légal. Est-ce que c'est légal, oui ou non? Bah là, on est, c'est pas illégal de faire du reverse engineering pour pouvoir développer un émulateur. Par contre, ça peut être considéré comme étant illégal d'aller dupliquer le jeu qui fonctionne donc sur un support qui plus est dématérialisé sur cette console pour pouvoir le transférer dans l'émulateur. Donc avec Big N derrière, on peut être sûr que je pense que si c'est pas déjà le cas, le ou les auteurs risquent d'avoir quelques petites lettres recommandées d'avocats de Nintendo, je pense. Un jour, ça viendra, si c'est pas déjà arrivé. Donc c'est pas, on est là, on est dans un domaine puisque c'est du hardware qui est encore en exploitation et donc qui est encore vendu. Donc nécessairement, Nintendo pourrait dire, bah, je perds des clients à cause de cet émulateur parce que les gens arrivent à copier les jeux et donc peuvent se les distribuer gratuitement entre eux et les faire fonctionner dans un émulateur. Voilà. On est toujours à la limite sur ces sujets. Mais bon. Alors, je vais juste lire ce qu'il y a dans le chat. Alors, leur Patreon, 32 000 € par mois. Ouais, effectivement. Ah, bonjour, Bellegarde du Nord. Donc, bienvenue sur ce chat. Donc, 644 jeux annoncés comme émulés en flawless. Ouais, il y a déjà pas mal de jeux qui sont émulés. Et donc, alors, donc, suite au leak de Totka, il me semble que Big N a lancé la chasse. Oui, Big N, de toute façon, ils sont très, très, très connus pour être ultra procéduriers. Et dès lors, vous utilisez, quel que soit qui vient de leur propriété intellectuelle, même de loin, et même si c'est autorisé par la loi, ils n'hésitent pas à lancer leurs avocats au derrière des gens pour essayer de tuer un petit peu tout ça dans l'œuf et puis surtout récupérer du cash un peu facilement. Ouais, 32 000 pour les avocats, ouais. Ouais, je pense qu'effectivement, lorsqu'on s'attaque à l'émulation d'une plateforme qui vient de chez Nintendo, notamment une plateforme qui est toujours commercialisée, vaut mieux être ceinture bretelle et se prémunir avoir quelques fonds pour pouvoir se payer des avocats, parce que le tout, c'est pas de savoir si ça va arriver, c'est quand ça va arriver, et quand ça va arriver fort. Et parce que Nintendo, de par le passé, a déjà poursuivi en justice un certain nombre d'auteurs, d'émulateurs ou autre chose de ce genre, et avec des avocats qui requéraient carrément la prison et des dommages-intérêts extrêmement élevés. Donc bon, Nintendo, il faut savoir, j'en parle d'ailleurs dans mon talk sur l'émulation, hein, c'est une des boîtes les plus qui va le plus loin sur la partie légale, hein. Elle sort les dents, elle sort les griffes. Voilà. Et bah voilà, j'ai fait le tour globalement de la partie news. J'avais posté, je vais afficher ça à l'écran, hop, je fais un peu le ménage dans mes onglets, touk, voilà, je vais vous afficher ça, pif paf pouf, nous y voilà. Alors, je parlais de ça hier. Donc je parlais de ma prochaine conférence donc qui aura lieu au Camping des Speakers. Cette fois-ci, je ne vais pas parler d'émulation. Je reparlerai d'émulation parce que je redonnerai mon talk sur l'émulation, donc Ressuscitons les dinosaures à Riviera Dev mi-juillet. Mais pour l'heure, je vais donner donc mon prochain talk, ce sera au Camping des Speakers, donc mi-juin, donc dans un mois. Globalement, c'est un mois jour pour jour, hein, de mémoire. Donc c'est un talk dont le sujet c'est créer sa propre machine virtuelle avec compilation de JIT pour les nuls. Donc je vais dans ce talk démystifier un petit peu l'écriture de ce genre de logiciel. Donc comment on écrit une machine virtuelle qui dispose d'un compilateur avec une recompilation just-in-time qui vise à exploiter, à générer du code directement pour le hardware sous-jacent et donc de fonctionner directement avec des performances natives. Plutôt que d'avoir l'overhead de l'exécution soit d'un langage, soit d'un bytecode. Donc dans ce talk, je vais essayer de démystifier tout ça. Je vais parler évidemment d'interpréteurs, de compilation ahead of time, de compilation just-in-time, du mélange des deux, ahead of time et just-in-time, de comment à peu près sont architecturés
ce genre de logiciel et comment ça fonctionne avec du code à l'appui, du code écrit en C++ et un petit peu de live code pour histoire de montrer comment ça fonctionne et que c'est pas inatteignable, hein, ça a la portée, je dirais, de presque n'importe qui si on veut si on veut s'en donner la peine. Et alors pourquoi je parle de ça? Parce que c'est un sujet qui est intéressant dans le sens où on voit en ce moment il y a beaucoup de langages qui sortent, il y a beaucoup de technologies autour de machines virtuelles qui sortent, de machines virtuelles par exemple qu'elles soient machines virtuelles JavaScript, d'interpréteurs avec JIT pour Python par exemple, ce genre de choses, etc. Et parfois on est amené, moi ça m'est arrivé dans mon expérience professionnelle de devoir développer un DSL, donc un Domain Specific Language, et donc de devoir compiler ce domaine specific language, de devoir l'exécuter, et à un moment donné, quand on est confronté à faire de la perf, bah, comment on peut faire de la perf, justement. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire mes propres compilateurs, c'est quelque chose que j'ai fait plus d'une fois, et donc avec des JIT intégrés, et un compilateur que j'avais écrit il y a plusieurs années de ça, allait quand même très très loin, puisqu'il avait une JIT intégrée, et il instrumentait lui-même son propre code qui permettait d'avoir plusieurs passes d'optimisation en fonction du nombre d'exécutions, et donc d'avoir quelque part une optimisation adaptative en fonction des besoins, en fonction du runtime. Donc là, je ne vais pas aller jusque-là pour ce talk parce qu'il n'y a que 45 minutes, mais je vais expliquer comment tout ça fonctionne. Donc voici les slides de titre. Et voici l'abstract. Donc, je vous ai mis le lien. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et donc, ce que j'espère, c'est que ça va permettre donc de démystifier tout ça et que les gens vont apprendre quelque chose. Alors, les exemples sont faits en C++. Ils sont d'ailleurs d'ores et déjà disponibles sur mon miroir GitHub, sur mon miroir GitLab et sur mon miroir Bitbucket. Alors je parle de miroir parce qu'en fait je ne travaille jamais directement sur GitHub, GitLab et Bitbucket. J'ai mon propre GitLab CE, j'en ai déjà parlé, qui tourne sur mon cluster de virtualisation. Et en général, tout ce que je veux mettre en public, mes dépôts Git sont mirrorés directement sur GitHub, GitLab et Bitbucket. Voilà, comme ça, ça permet d'avoir différentes sources, et puis si jamais j'ai un problème, quelque chose n'est plus disponible parce que mon GitLab, j'en sais rien, il serait inaccessible, etc., je peux tout avoir directement sur ces plateformes grand public. Donc vous pouvez retrouver le code du talk que j'ai déjà poussé, que j'ai déjà mis en public. Donc c'est le code qui va être présenté au talk et qui est globalement le support didactique, on va dire, mise en application. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une calculatrice de type RPN, donc qui fonctionne en notation polonaise inverse. Donc ça veut dire qu'on met d'abord les opérandes sur une pile et ensuite on exécute les opérateurs. Donc c'est une calculatrice RPN avec une JIT intégrée, donc qui permet donc de prendre des expressions en entrée, de pouvoir les interpréter, de pouvoir les compiler dans un bytecode et de pouvoir exécuter ce bytecode et de générer du code machine à la volée, et ensuite, lorsqu'on réexécute ce code, de pouvoir exécuter directement le code natif. Voilà, donc c'est un code, c'est plutôt un code jeu, hein, c'est pas fait pour être utilisé au quotidien, mais ça permet de démontrer comment ça fonctionne, comment c'est architecturé, etc. Donc aujourd'hui, la JIT intégrée ne supporte que la partie, que la BI Linux x86-64 pour des raisons de simplicité. Après, rajouter une ABI, l'ABI x86 32 bits, ARM, ARM32, ARM Hardfloat, ARM Softfloat, etc., c'est assez facile. Et en fait, il y a juste globalement, il y a globalement deux classes, il y a deux endroits à modifier pour pouvoir rajouter ce support. Donc, même si c'est un projet de type jeu, vous avez une doc complète dans le README, et la calculatrice RPN supporte globalement énormément d'opérations, et des opérations de base, des opérations évoluées, comme par exemple calculer une itération de la suite de Fibonacci, ce genre de choses. Donc là, ce que je vous montre à l'écran, ce sont toutes les instructions qui sont supportées. Donc elle dispose d'une pile, elle dispose de registres d'opérandes, de certains keywords qui sont des keywords qui sont des combinaisons de keywords de base. Par exemple, si je prends le keyword fib qui permet de calculer une itération de la suite Fibonacci, elle permet en fait d'exécuter cette expression
qui est ici, par exemple, dup 20 sto add 20 rcl xch. Donc ça, vous irez voir un petit peu comment c'est implémenté, et donc qui permet de calculer une itération de la suite de Fibonacci. Et donc il y a tout expliqué, donc elle sait calculer, elle sait faire pas mal de choses, et donc elle dispose de Sagit intégré, donc qui permet d'exécuter le code, et tout le code tel qu'il est exécuté permet de loguer directement sur le terminal comment ça fonctionne, pour dire exactement ce qu'elle fait. Je peux vous faire une petite démonstration ici. Je vais agrandir, CTRL plus, hop, hop, on va agrandir, j'espère que vous voyez. Alors, on va aller dans la TIC RPN Calculator. Donc là, on est dans le code directement de la calculatrice. Donc il y a tout est écrit en C++, le nom des classes, enfin chaque fichier contient la classe du même nom, donc basic block contient la classe basic block, bytecode contient la classe bytecode, etc. Donc c'est relativement, je pense que le code est relativement clair, et quand vous regarderez dedans, je pense que le code est relativement bien architecturé, je pense. Si vous voyez, si vous allez mettre votre nez là-dedans, que vous voyez des choses qui ne sont pas claires, vous voyez des typos, des bugs, etc., n'hésitez pas à me le dire, comme ça me permettra de corriger. Néanmoins, vous avez donc un petit makefile des familles qui vous permet de compiler directement en tapant make le programme. Et vous avez donc la possibilité de lancer quelques tests de base. Donc, si vous faites make check, ça lance quelques tests de base pour vérifier que la calculatrice fonctionne bien. Par exemple, il y a des tests pour vérifier que l'addition fonctionne, qu'on sait bien compiler une expression, qu'on sait bien l'exécuter, etc., etc. Et donc là, le dernier test, c'est de générer la suite de Fibonacci, de faire une quinzaine d'itérations de la suite de Fibonacci. Donc on voit à l'écran ce qui se passe. Donc j'appelle ma calculatrice RPN, je lui rentre l'expression fib, je lui demande de la compiler, j'initialise ma pile avec 0, 1, qui sont les deux premiers arguments de la suite de Fibonacci. J'exécute cette expression donc qui va permettre de pusher 0 sur la pile, puis 1 sur la pile. Donc on se retrouve avec une pile avec 0 et 1. Et ensuite, les mots-clés run qui permettent d'exécuter la fonction qui a été compilée, qui est la fonction fib. Donc la première fois, lorsque l'on déroule cette ligne de commande, il va nous dire « je compile l'expression fib ». Donc comme retour, on n'a rien dans la pile. On exécute l'expression 0, 1. Donc le haut de la pile vaut 1. Ensuite, on exécute l'expression qui a été compilée, donc le mot-clé fib. Il nous dit le bytecode n'a jamais été translaté en code machine, il exécute le bytecode et il le translate en code machine. À ce moment-là, donc il nous log exactement ce qu'il fait. Il émet le product de fonction, il exécute la fonction dup, il émet en code machine la fonction dup, etc., etc. Il fait ça pour toutes les fonctionnalités élémentaires de la calculatrice RPN pour calculer la suite de Fibonacci. Ensuite, il émet les pilotes de fonctions. Et vu qu'il a tout calculé, le résultat, donc qui est en haut de la pile, c'est 1 pour la première itération. Ensuite, au deuxième run, ce qui va se passer, il va nous dire « je run l'expression qui a été compilée » et il nous dit, comme message juste après, dit « le bytecode a déjà été translaté en code machine ». Il exécute donc le code machine. Donc là, on se retrouve donc avec un code exécuté en natif de ce qui a été compilé auparavant, et il va nous dire que le résultat c'est 2. L'itération suivante 3, 5, 8, etc., etc. Donc il nous fait ça jusqu'à 14e, 15e itération, où on se retrouve avec 987. Donc vous pourrez jouer avec. Alors ça fonctionne exclusivement sous Linux, comme je l'ai dit, hein, donc je vise exclusivement la BI Linux x86-64, mais donc pour les démonstrations, ça permet de montrer comment fonctionne une JIT. Et comment ça s'implémente. Donc le code est globalement simple d'accès, hein, c'est du C++, mais sans utiliser de choses ultra poussées, tout ça. Je vais calculer le nombre de lignes. On va faire ça, WC, hop, j'ai perdu mon terminal, -étoile.c étoile. Donc le code est écrit gros, hein, on va dire. Il y a 4368 lignes, sachant que il y a tous les commentaires d'entête de fichiers, etc., etc. Il doit y avoir peut-être 3500 lignes de code maximum, mais écrit de façon très très aérée pour que ça reste accessible et compréhensible. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce code-là, me faire un feedback.
Et donc c'est ce que je présenterai au camping des speakers donc en juin prochain, donc dans un mois, donc qui permettra de démystifier tout ça aux gens et de se dire: «Ah bah oui, le jour où je serai confronté à écrire un DSL ou et donc à avoir de la perf, bah, j'ai un code de base qui me montre un petit peu, on va dire, les différentes étapes pour pouvoir le faire et cetera». Voilà, je crois que j'en ai fini, j'en ai fini. Alors je lis les commentaires au passage, hop, parce que alors alors je remonte. Dans un mois, ouais, c'est ça, tu me dis Goose, émulateur qui correspond à la version Switch, moi, ça c'était autre chose. Alors, Goose qui me dit: «Je me languis de le voir». Bah, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront voir. En tout cas, je suis en train de préparer les slides. Le code a été préparé bien avant, les slides, faut que je les finisse, je dois avouer, sachant que j'ai un autre talk que je suis en train, de préparer avec Romain Berton pour, Sonytech, donc qui va venir fin juin sur, l'AGC, sur l'ordinateur des missions Apollo. Donc là, on va descendre, on va repartir un petit peu dans l'histoire, ça aussi, c'est un très beau sujet, qu'on a hâte de présenter à Sonytech. Je pense que ça va être, très, très, très intéressant. Et donc, Fabien, tu me dis à propos de perf, je cherche la doc sur SIG Counting des Cortex et STM32. Ah ouais, non, ça c'est pas évident. Dans la datasheet, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites à ces sujets parce que ça dépend aussi pas mal des implémentations parce qu'il y a différentes évolutions, itérations des STM32, donc c'est pas forcément évident de trouver, des données en disant bon, bah, cette instruction va prendre un cycle, deux cycles, etc., etc. Mais bon. Voilà, sinon, bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Donc, ouais, donc, comme tu dis, Belga du Nord, oui, oui, l'AGC, ça va être un sujet sympa. Donc, on va parler de l'histoire, comment on en est arrivé à la mission Apollo. On va parler d'architecture technique de l'ordinateur d'Apollo. On va parler de mécanique spatiale. On va parler de pas mal de choses, de programmation concurrente, donc en remettant ça dans le contexte de l'AGC. Voilà, donc c'est un très très beau sujet. Donc là, je suis en train de finaliser 2 talks en ce moment, donc ça m'occupe pas mal. Voilà, bah, j'ai fait le tour. On va aller débrancher chez l'ami Titi Moby. J'imagine qu'il doit attendre qu'on débranche chez lui. Donc, on va aller faire le petit raid des familles, comme à notre habitude. Bah, écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de reprendre ce live. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai toujours en tête, parce qu'on me l'a redit il n'y a pas longtemps, j'avais dit qu'un de ces quatre, je ferais du C++ from scratch, un peu comme le fait Emile comme il l'a fait sur le Go, sur le C, etc. C'est toujours dans ma banette, il faut juste que je trouve le moment d'organiser ça. Parce que le C++ from scratch, faire du code from scratch, du live code, il faut prendre un petit peu de temps, donc c'est à chaque fois 1 heure et demie de live code. Il faut juste que je m'organise. Mais j'ai toujours en tête et ça viendra. Voilà, on va les débrancher chez l'ami Titi Moby. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bah, prenez soin de vous et puis on va chez l'ami Thierry tranquillement. On fait le raid a été créé, donc on va aller chez lui. Moi, je vous dis à plus et puis bah, n'hésitez pas à passer une excellente semaine. Ciao, ciao!